Salut tout le monde. Bah voilà, j'ai repris un petit peu la relève pour qu'on puisse maintenant parler d'un autre aspect de cette forteresse qui est très vivante. Et on va l'étendre un petit peu à toute l'époque. C'est-à-dire qu'on va partir. L'idée, c'était de parler de vie quotidienne au Moyen-Âge, en l'occurrence autour de l'an 1000. Ou pas, je sais pas. Donc je suis avec deux personnes qui sont en permanence sur le lieu. Nico et Pedro, je vous laisse vous présenter si vous voulez bien. Ça marche, donc moi je suis Nicolas, donc je travaille ici à plein temps en tant que guide conférencier et le chargé de développement. Et donc moi, Pedro, je suis là depuis, c'est la 4e année que je participe donc l'été en tant qu'employé ici. Ok, donc voilà. Et toi, tu fais quoi donc en tant qu'employé? Alors en tant qu'employé, moi je suis plus du côté de l'animation. Voilà. Et spécialisé plutôt dans tout ce qui va être le textile et l'hygiène au Moyen-Âge. Ok, donc on va faire un saut dans le temps avec vous deux. Et je vous propose qu'on parle on va peut-être commencer par quelqu'un qui se lève le matin. Et puis, Tout à fait. Ça tombe bien, c'est le début de la journée. Donc justement, voilà. Il va falloir effectivement se lever. Il est quelle heure déjà? Alors généralement c'est assez tôt, relativement tôt, on se lève avec le lever du soleil ou l'angélus, ça va dépendre de la saison, mais généralement effectivement c'est avec le lever du soleil. Voilà. Est-ce que les activités sont calées en fonction de... parce que le soleil ne se lève pas à la même heure. Ouais, exactement. Est-ce qu'ils ont le droit à une grasse mat en hiver ou pas? Un peu plus parce qu'effectivement on ne va pas pouvoir s'éclairer de la même façon, donc on va devoir se lever un petit peu plus tard. Après, tout dépend aussi du métier. Par exemple, lorsqu'on est paysan et que l'on a des bêtes, eh bien, les bêtes doivent manger quoi qu'il arrive, donc il n'y a pas forcément... le rythme ne va pas être le même si on est paysan ou artisan, par exemple. C'est comme quand on a des chats, il faut donner des croquettes. En fait, ça, tu te retrouves réveillé. Aux mêmes heures, ça, c'est une sensation que les gens peuvent ressentir. Ouais. Voilà. Donc, en fait, le premier geste le matin, est-ce que c'est de petit déjeuner comme nous? Ça va être plutôt déjà de se laver un petit peu. Dès le lever, déjà, on va en fait laver... ce qui va être visible en fait, c'est-à-dire les pieds, les mains et le visage. C'est vraiment la base de l'hygiène. Voilà, au Moyen-Âge, on va se laver de cette manière-là au moment du lever et également lorsque l'on va passer à table et le soir avant de se coucher, avant la prière. D'accord. Et donc ça, effectivement, les gens ne connaissent pas la notion de microbe. Ils la remplacent par quoi pourquoi est-ce qu'ils se lavent en fait? À part le fait que ça sent mauvais et que c'est pas joli à voir, c'est ce qui est instinctif en fait. Ça, ouais. Ils vont le poser sur quoi en fait? On n'a pas vraiment la notion de microbe, mais on a quand même une notion, comment dire, le bain purifie en quelque sorte. Ça rejoint un peu le bain du baptême, etc. Ça a tout un côté quand même religieux, un côté symbolique, qui est très présent. Voilà. Donc c'est très flou, mais il y a effectivement une vraie connaissance du fait que quand on se lave pas, c'est pas terrible. Et d'un côté, on sait très bien que, même si on connaît pas les microbes, on sait très bien que le fait de se laver va favoriser le fait de rester un peu en bonne santé. Notamment, c'est ce qu'on va essayer d'appliquer avec les enfants. Si les adultes, eux, vont se baigner au minimum une fois par semaine, les enfants, on va les laver jusqu'à plusieurs fois par jour. D'une part parce que ils vont salir leur lange, et d'autre part parce que la mortalité infantile étant assez importante, on va essayer donc de contrebalancer cela en les lavant assez fréquemment. Ok, donc il commence par l'eau, et cette eau, elle vient comment? Alors ça va dépendre justement quel est notre métier, dans quel caste on va être à cette époque. Pour les gens qui sont un petit peu pauvres, il va falloir qu'on aille jusqu'à une rivière ou un lac ou autre pour pouvoir justement prendre de l'eau, ou alors on a une petite réserve d'eau chez soi qu'on va pouvoir utiliser. Ok, donc il n'y a pas la notion de... Est-ce qu'il y a une notion d'eau qui coule d'un robinet? Je pose une question idiote. Pas vraiment, si on a la chance. Qui coule d'un robinet, peut-être pas, à moins d'avoir une source vraiment à portée de main. Ou d'une barrique, je parle pas d'eau courante, mais liée à une réserve d'eau. En ville, je sais pas. Mais dans les châteaux, probablement, surtout dans les châteaux à aspect militaire, lorsqu'il faut tenir un siège, il faut faire un stock. Donc il y a probablement des réserves d'eau. Oui, il y a des pompes déjà. Dans les villes, ce sera beaucoup moins. Ce sera plutôt des choses qui vont être communes pour tout le village. Ça sera plutôt de ce genre-là, mais il n'y aura pas vraiment de robinet en soi. D'accord. Donc le matin est un moment social alors. Oui, exactement. Ouais. Ok. Après, ils mangent ou pas? Après, ils vont d'abord s'habiller. Puisqu'au Moyen-Âge, donc quand on dort nu, et donc mes têtes couvertes. Mais du coup, il va falloir donc s'habiller après avoir fait sa toilette. C'est une bonne façon de dormir en plus. Ouais, nu avec un truc sur la tête. Non mais en fait, d'un point de vue hygiène... mais c'est beaucoup mieux qu'à notre époque, on est bien d'accord. Et puis de toute façon, la chaleur en fait du corps vient plus ou moins de la tête en fait. C'est-à-dire que quand on va avoir froid par exemple à la tête, on aura froid au reste du corps. Donc le fait de
dormir tête couverte, et bien On va avoir permet chaud. ma foi Mhm. de pallier ce... Les gens qui font de la rando extrême ou pas d'ailleurs savent très bien que ce qui est super important, c'est de ne pas découvrir sa tête. Bien sûr. Et voilà, parce qu'il y a plein de trucs qui s'échappent quand on réfléchit. Ok, et ils mangent toujours pas là. Ensuite, ils vont pouvoir manger. Généralement, ça pourrait être les restes de la veille, Mhm. à savoir que selon ce qu'on va faire de sa journée, on mange plus ou moins équilibré ou plus ou moins Richement. richement, Il exactement. faut réussir à tenir la matinée de travail avant le repas suivant. On va estimer que les paysans vont ingurgiter environ par jour 6000 calories, c'est énorme, hein. Mhm. Nous, on en mange beaucoup moins. Dans c'est- beaucoup de viande, je crois. Alors les paysans, Les pas trop. Les parce que- travailleurs. Ouais, les travailleurs, ça Ouais. va vraiment dépendre. Leur aliment de base, c'est vraiment le pain. Le pain, Mm. essentiellement, qui va être coupé avec plus ou moins des choses qui vont être puratives. Le pain qui sert d'assiette chez les nobles. C'est les Exactement, voilà. chez les nobles. Ouais. Ok. Et donc les vêtements qu'ils vont mettre, à part un truc sur leur tête, justement, est-ce que le vêtement va changer au cours de la journée ou même au cours des saisons? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des vêtements différents ou est-ce que c'est des couches qu'on rajoute, qu'on Ça va être un peu enlève, plus C'est ça. plutôt ouais. on va- ce que j'appelle moi la technique de l'oignon, c'est-à-dire qu'en fait quand on va s'habiller, on va mettre plusieurs couches. Là sur moi par exemple j'ai 3 épaisseurs de chemise différentes et voilà au fur et à mesure de la chaleur qu'il va faire, etc. on va en enlever ou en rajouter. Par exemple, on retrouve souvent sur les enluminures, lorsqu'un paysan travaille au champ, quelquefois il n'est cambrai, ce qui est l'équivalent donc du caleçon à l'époque, tout simplement pour être à l'aise dans ses mouvements et ne pas avoir trop chaud. Et ça, c'est pas interdit par l'Église? C'est ma foi une fort bonne question. Alors, dans les textes qu'on a retrouvés, c'est toléré parce qu'on va supposer qu'on va travailler pour la collectivité et donc ce n'est pas mauvais en soi. Après, il fallait pas non plus se promener à moitié nu aux yeux de tous. Voilà, c'était un peu plus ça. Et là, on est sur quelle date à peu près? On va parler de ça parce que... Là, sur l'habillement, on va être quoi, vers le 13e Ouais, 13e à peu près. 13e, ouais, vers le 13e siècle. Ok. Et donc sur l'an 1000, est-ce qu'il y a des grandes différences par rapport à cette base-là? Il y a beaucoup de différences. Le Moyen-Âge, c'est quand même 1000 ans d'histoire, donc la mode Oui. a pas mal évolué Mhm. en cette période-là. Puis il y a eu quelques découvertes, mais Il y a eu pas mal de découvertes. en l'an 1000, ils étaient quand même vraiment au niveau zéro. Enfin, Ouais. tout ce qui était... ils avaient balayé toute la culture celtique, la science, la connaissance, etc. C'était chez les Arabes, chez les musulmans, dans l'Empire byzantin, etc. Et c'était très, très obscurantiste. Du fait de la religion qui mettait un cadre, etc. Enfin, qui mettait de plus en plus un cadre. Voilà. Et donc après, justement, donc en l'an 1000, tout ça, c'est en mode, on va dire, plus rudimentaire. Ouais, c'est ça. Et après, petit à petit... Ça va se décoincer un petit Ça peu va, et ça va devenir de plus en plus orné, compliqué. Voilà, ça va plutôt être comme ça. Ok. Au fur et à mesure, la différence flagrante, c'est surtout entre, on va dire, le XIIIe siècle et le XIVe siècle, où au XIIIe siècle, on va avoir des habits assez sobres, assez amples, et au XIVe, on va commencer à avoir des habits avec un peu plus, enfin surtout pour les nobles, un peu plus d'ornement, et surtout plus près du corps, de plus en plus près du corps. D'accord. Donc 15e siècle, des noms pour que les gens se resituent dans le 15e siècle. Alors, Des noms des 15e lieux. siècle, des noms des lieux. Il va y avoir notamment Jeanne d'Arc Oui. et je perds toujours son nom, le roi. Je les confonds toujours tous. Voilà, bon, Jeanne d'Arc, Voilà, de toute façon, Jeanne d'Arc. voilà, chez vous, comme vous avez remarqué, chez vous, il y a toujours une place Jeanne d'Arc, une porte Jeanne d'Arc. Exactement. Voilà. Et voilà, et elle n'a pas été brûlée partout, hein, elle était brûlée qu'à un seul endroit. Jeanne d'Arc, donc c'est heureusement bien pour celle elle. qui avait un pote qui a égorgé plein d'enfants et C'est fait ça. des trucs bien crades avec, donc c'est Voilà. la pote à Gilles de Rais. Donc ça vous donne, vous avez plein d'iconographie là-dessus, voilà, ça vous donne à peu près l'époque. Le roi, je ne sais plus lequel c'est, mais en fait c'est... Charles VII, oui, Voilà. effectivement, c'est Charles VII. Ça me Voilà. revient. Voilà, mais c'est pas toujours. En fait, quand le Moyen Âge est tellement vaste et couvre effectivement 1000 ans, selon la période, qu'on étudie, qui nous intéresse, c'est pas du tout absurde de pas avoir une référence. En fait, c'est normal. Enfin, moi, par exemple, la période sur laquelle je suis la plus calée, c'est avant. C'est avant l'an 1000, justement, c'est plus la période post-celtique, juste à ce moment de basculement. Et là, à ce moment-là, on passe du gallo-romain, avec la richesse romaine, etc., à pouf, plus rien. Ouais, c'est ça. Voilà.
dehors les savants, on brûle tout, on efface tout et voilà. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une période de reconstruction petit à petit. Ouais. Je sais pas si c'est la vérité, mais je le ressens Alors comme c'est ça. plutôt une vérité, ouais, parce que c'est une période qui est très compliquée, on repart limite de rien en fait, donc c'est quand même assez compliqué comme période et c'est pour ça qu'il est difficile de tout connaître sur tout et tout le temps parce que ça change très très vite à cette époque. Est-ce que le climat a une importance il y a eu des périodes de froid Ouais, il y a eu des très périodes très de- fortes. ouais. Est-ce que le climat va faire évoluer rapidement, justement, sur l'habillement, sur les mœurs Alors rapidement, oui et non, parce qu'à cette époque-là, on n'a pas trop la notion du climat et quand on s'en rend compte, c'est limite trop tard, hein. Ouais. Mais effectivement, on va essayer de s'adapter quand même avec le temps qu'il va faire. Par exemple, on va se rendre compte qu'il va faire froid pendant quelques mois. On va justement avoir une garde-robe qui va justement évoluer dans le bon sens. Par exemple, on va avoir des habits qui vont être doublés en fourrure, par exemple. La fourrure, on va toujours la porter, contrairement à ce qu'on peut voir maintenant dans beaucoup de films, poil contre corps. Oui. C'est de cette manière-là donc, que ça permet de conserver la chaleur Mhm. du corps, déjà d'une. Et de deux, en fait, on va avoir la peau qui va se retrouver vers l'extérieur. Et cette peau est imperméable, elle va nous protéger donc à la fois du vent, elle va couper le vent, et également de la pluie. Et oui, parce qu'effectivement, la peau, quand l'animal vit, désolé, ça choque les gens, mais quand l'animal vit, il y a une circulation qui se fait, etc. Il y a les poils, ont leur propre enduit qui protège, qui imperméabilise. Une fois qu'on récupère la peau de l'animal, eh bien, il faut utiliser notre manière et protéger la peau pour Exactement. garder le poil et l'effet de l'air, en fait, entre les poils qui chauffent. Et est-ce que les paysans en ont aussi, ou c'est juste les nobles? Les fourrures utilisées vont être différentes. Chez les nobles, on va avoir des fourrures qui peuvent venir de beaucoup plus loin. Étant donné qu'ils ont le privilège de la chasse, ils peuvent utiliser des fourrures d'animal qu'ils vont tuer, comme le renard par exemple. Il y a la fourrure d'hermine qui va être réservée à la famille royale notamment. Alors que les paysans, ça va être plutôt des animaux liés à l'élevage, du lapin par exemple. On change d'une classe sociale à l'autre, on n'utilise pas toujours les mêmes fourrures. Après, la qualité non plus du travail n'est pas la même. Donc en fait, les fourrures s'obtiennent par la chasse ou par le braconnage. Parce qu'en fait, là aussi, tout le monde ne peut pas, comme tu dis, l'hermine, mais tout le monde ne peut pas chasser Tout le n'importe monde quoi. ne peut pas chasser. Bien sûr, il y a des droits de chasse, le seigneur a ses propres terres, il faut donc lui demander avant et c'est très rare qu'il les accorde. Donc il garde vraiment ces trucs pour lui en fait, ses gibiers, ses peaux de bêtes, tout ça. C'est pour le lui. cerf n'a pas de... La plèbe n'a aucun droit par rapport à ça. Comme on a pu le voir dans l'animation sur le banquet ce matin, par exemple, il y a des animaux qui vont être chassés par les nobles, mais qui, par exemple, ne peuvent pas être mangés, être consommés par eux. C'est le cas notamment du sanglier, puisque c'est une bête, ce qu'on appelle une bête noire. On le compare un peu au diable, etc. Et du coup, quand on va tuer un sanglier, on va le découper en morceaux et on le donnera soit au chien, soit aux cerfs présents sur le domaine. Et oui, le mot bête noire vient de là. C'est ça. Voilà, donc on va essayer d'avancer dans la journée. Donc après, chacun son métier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens à ce moment-là? Quel est le principal corps de métier, je dirais, ou la principale occupation? Justement, on avait par exemple pensé à prendre l'exemple de deux corps différents de métiers. Donc par exemple le bardelier, celui qui va donc faire les tuiles en bois, va plutôt lui couper les différents bois dans la forêt pour pouvoir justement créer ses tuiles l'après-midi. Donc ça va vraiment être presque à la chaîne en fait. C'est vraiment des choses qu'il va faire mécaniquement et pendant très longtemps, pendant quelques heures. Après, moi, je pensais du coup parler un peu plus du textile, vu que c'est plus mon domaine. Voilà. Par exemple, un tisserand, peut tout à fait... En fait, il va cumuler, on va dire, deux activités. En quelque sorte, il va à la fois tisser donc, des grands draps de tissu dans lesquels on pourra venir couper les pièces des habits, mais il va également les vendre. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir dans sa boutique deux pièces, en quelque sorte. La pièce donnant sur la rue, qui va donc être la boutique, et la pièce donc en arrière, qui va servir d'atelier, tout simplement. Quel est le processus parce que nous, en fait, on a des tissus, ils nous arrivent, il y a des corps de métier qui ignorent l'autre corps de métier. Là, on part à cette époque-là, on part de la plante. On part de la plante ou des poils d'animaux. Et puis, on va d'abord commencer à faire du fil. Alors, comment on fait du fil? Comment on fait du fil? On va prendre un exemple, la laine, par exemple. La laine, d'abord, on va tondre le mouton.
Ensuite, il va falloir laver la laine. Ouais, parce que le mouton, c'est costaud. C'est costaud. Et sur le mouton, on n'utilise pas la laine de n'importe où. Pour avoir du fil, on va utiliser principalement la laine du cou et du dos, qui sont les parties les plus propres et les moins emmêlées. Contrairement à celle du ventre, sur laquelle le mouton va se coucher, qui va être emmêlée, et celle de l'arrière-train qui sera souillée donc par les excréments. Cette laine-là, on va la laver, la mettre à tremper dans un bain à base d'eau et un peu de savon. L'eau va se troubler du fait de la graisse et des saletés donc, dans les poils. On va enlever la laine, changer l'eau, et on va recommencer jusqu'à ce que l'eau reste claire. Et donc ça, c'est un métier à part entière ? Ça, c'est un métier à part entière, de s'occuper de la laine. Une fois qu'on a cette laine de prête, il va falloir la brosser, ce qu'on appelle la carder avec 2 brosses, donc qu'on appelle des cardes, pour démêler la laine et mettre toutes les fibres dans le même sens, et obtenir ce qu'on appelle une nappe de laine. Ça ressemble aux brosses à chien. Hein. C'est ni plus ni moins ouais. 2 brosses à chien que l'on vient frotter l'une contre l'autre. Et des fois, il y en a des très grandes, et puis il y a des outils à carder. Ils existent déjà, ces outils à carder ? Enfin, les espèces de métiers à carder ? Alors, les machines à carder donc, sur lesquelles on s'assoit et donc qu'on utilise avec une poignée vont apparaître bien plus tard. D'accord. En fait, le terme carder vient de la racine latine, on va y arriver, de chardon, carder, carder. Et en fait, on a une variété de chardon qu'on appelle donc l'acardère, effectivement, dont on utilisait les fleurs assez épaisses et que l'on utilisait donc tout simplement pour carder la laine au départ. On brossait la laine avec des fleurs de chardon. C'est ce qui a donné le nom à l'activité ensuite. Ça te change la valeur du t-shirt d'un coup. Ouais, là, tout d'un coup, le travail n'est plus, la longueur du travail n'est plus le même. Et le prix non plus. Donc alors là, on a quelque chose qui est prêt pour faire du fil. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui se passe ? Après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette nappe de laine, donc on va venir en découper des morceaux, des mèches, et on va utiliser ce qu'on appelle un fuseau, une sorte de toupie. On va venir coincer notre fil à l'aide d'un nœud particulier, et on va faire tourner notre fuseau. Et la rotation du fuseau et son poids vont en fait tout simplement créer notre fil. Au fur et à mesure, on vient fil comme ça. Voilà, on vient l'enrouler ensuite donc sur la tige du fuseau et on continue, on reprend une autre mèche de laine et ainsi de suite. On peut continuer indéfiniment tant qu'on a donc de la laine cardée avec nous. Alors moi, ce que je sais de mon côté, c'est que donc le filage de la laine est une activité. Pas quotidienne, mais une activité qui se fait quand la lumière baisse et au coin du feu. Et notamment, il y a sur la partie magique, mon sujet c'est les sorcières, il y a un des ouvrages qui est un des plus importants, qui s'appelle l'Évangile des quenouilles, et qui en fait c'est ce que les femmes se disaient. C'est un groupe de femmes qui a écrit ce livre au travers d'un homme qui a été prénom, qui se disait en fait jour après jour au travers du filage de fil, et voilà cette pratique de fond qui se disait au travers du filage quotidien et de la quenouille. Et puis la quenouille, je pense que vous la connaissez avec la légende, la Belle au bois dormant, voilà. Elle se pique et pouf. Donc tout le monde filait. Alors toutes les femmes, c'est vraiment une pratique en fait exclusivement féminine, quelle que soit la classe sociale, et c'est souvent quelque chose qu'on attendait en fait. On attendait d'une femme qu'elle sache filer. Ça faisait partie quelquefois des conditions au niveau d'un mariage ou quelque chose comme ça. Voilà, il fallait qu'elle sache filer. L'avantage du fuseau, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en fait, c'est qu'il va être assez mobile. On peut le déplacer. C'est un objet qui n'est pas très encombrant. De ce fait, la femme paysanne qui, par exemple, va garder ses bêtes au champ peut tout à fait emmener de quoi filer donc son fuseau et sa quenouille sur lequel elle va venir stocker la laine cardée. Et la femme noble, par exemple, en suivant son mari sur les routes de château en château, peut tout à fait occuper son temps donc, en filant ou le soir à la chandelle, comme vous le disiez tout à l'heure. Ok, donc ça c'est pour la laine, et pour ce qui est du lin et des autres... Alors pour ce qui est du lin, la technique va être à peu près la même. Ce qui va changer, ça va être la première partie. En fait, pour tout ce qui va être fibre végétale, les fibres sont dans la tige de la plante. Donc déjà, il va falloir récolter cette plante, la faire sécher. Et ensuite, on va passer à une étape qu'on appelle le rouissage, c'est-à-dire qu'on va faire des fagots de ces tiges, on va les laisser tremper, et les tiges vont se détacher. Les tiges, ça va être l'équivalent de l'écorce en fait de la plante, et elle va se détacher du bois. Et ensuite, on va venir donc casser ce bois avec des outils qu'on appelle des braies, casser ce bois pour récupérer les fibres, et ensuite, même chose que la laine, on va venir la passer sur des planches cloutées pour la brosser. On va récupérer les fibres bien brossées, on va pouvoir les filer. Ok, et donc là par contre il ne s'agit pas de coton.
Non, le coton au Moyen-Âge, on oublie tout de suite. En fait, il va être cultivé dans ce qui pourrait correspondre à peu près à l'actuel Afghanistan. Et donc, pour le faire parvenir jusqu'à nous, ça coûte assez cher. On peut ramener quelquefois une fleur dans ses bagages lorsqu'on est parti en croisade, par exemple. Ce qui explique notamment que certaines femmes peuvent se maquiller avec des fleurs de coton au Moyen-Âge. Okay. Autrement, le coton, on va l'utiliser principalement en fil au Moyen-Âge, puisqu'il serait plus solide que ce que l'on obtenait avec du lin, du chanvre ou de l'ortie également. Donc c'est ces 3 plantes en fait qu'on cultive pour... 3 plantes que l'on cultivait au Moyen-Âge en Europe pour faire le tissu, auxquelles viennent se rajouter donc les fibres d'origine animale, la laine dont j'ai parlé, et également la soie qui nous provient d'Asie. On ne sait pas encore la faire chez nous en Europe. Pour ça, il faudra attendre le XVIe siècle et que les Italiens réussissent à piquer la technique aux Asiatiques pour qu'on puisse en faire chez nous. Ok. Donc voilà, là maintenant il y a du fil et puis donc là du coup le tisserand va lui directement acheter ce fil. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un réseau, est-ce qu'il y a des ce fil en fait est tenu par comment on dit, par une corporation. Une corporation, merci. Exact. Une corporation, ou est-ce que c'est une récolte comme ça se fait sur d'autres choses, une récolte de tout un tas de gens qui viennent amener leur fil, leur production locale comme la paysannerie l'a souvent fait. Après, je pense que les artisans vont choisir, que les tisserands vont choisir après les fils ou les personnes avec qui ils vont travailler, parce que tout va dépendre de la qualité du fil, etc., suivant le tissu qu'on veut obtenir et la commande qui nous est passée par un seigneur, par exemple, qui veut tel tissu pour une chemise ou pour un habit. Après, ça va complètement dépendre aussi du lieu où on se trouve. Dans les très grosses villes de cette époque, on va plutôt avoir une corporation. Dans les petites, ce sera plutôt des gens qui vont aller ensemble, mais sans plus, qui mettront tout ensemble, mais voilà, qui n'iront peut-être pas plus loin. Et à cette époque-là, alors on achète en libre service avec une vendeuse derrière sa caisse et puis tu poses tout sur le comptoir, ou est-ce que on va faire son habit, on le commande, ou on le commande à des occasions spéciales, ou est-ce que on fait une fois, on achète et puis la prochaine chemise on l'achètera 10 ans plus tard? Comment ça se passe? Les habits au Moyen-Âge, on va en prendre soin, extrêmement soin, puisque c'est des choses qui coûtent assez cher parfois. Et chose qui pourrait nous paraître un peu dérisoire de nos jours, les habits, on va les léguer après sa mort. Donc ça fait partie du testament. Il va y avoir aussi toute l'histoire de la dot, etc., le trousseau à préparer. Donc les vêtements ont vraiment une importance primordiale, je dirais, dans la vie au quotidien. Quand on voit ce que ça demande comme effort pour organiser une chemise, on comprend. Et puis voilà, au Moyen-Âge, on ne change pas de vêtements non plus tous les jours. Dès qu'il y a un trou, on va le repriser, etc. Enfin... À part vraiment dans les classes sociales aisées, la noblesse, voilà, on va garder des vêtements quasiment toute sa vie quelquefois. Ouais. Donc ce vêtement, il s'achète, on va chez le tailleur ou est-ce qu'on l'achète au marché? C'est une bonne question. Il y a Alors, ça va dépendre aussi. Généralement, ça sera chez quelqu'un qu'on va le commander. On ne l'achète pas comme ça sur un marché. Ce n'est pas une production industrielle. Mais il peut y avoir effectivement quelques petites ventes qui vont se faire dans les villages plutôt assez grands. Mais ça ne va pas aller plus loin parce qu'effectivement, c'est assez long à faire et c'est du sur-mesure. Vu que ça coûte extrêmement cher. Donc à la foire annuelle, par exemple, c'est un peu ça. Après, lors de la foire annuelle, on peut trouver, je dirais, des accessoires, par exemple des chaperons, etc., qui n'ont pas forcément besoin d'être faits sur mesure. Mais après, pour tout ce qui va être... reste de l'habit. C'est vraiment sur commande. Dans les contes, il y a toujours il y a plein de contes où il y a le moment de l'achat du ruban. On achète un ruban à la foire annuelle et c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et ces rubans, ils viennent d'où en fait, tous ces ornements précieux comme ça? C'est de la soie, ça revient de loin ou Après, ça dépend. Si c'est de la soie et que ça revient de loin, ça sera destiné plutôt du coup, à la noblesse, par exemple. Après, il y a des productions un peu plus locales. On peut fabriquer soi-même les tisserands. Il y a des tisserands qui sont spécialisés dans les rubans, avec des métiers un peu particuliers. C'est-à-dire que vous avez un dévidoir de part et d'autre. D'un côté, on va enrouler une grande quantité de fil, et de l'autre, on va enrouler au fur et à mesure que l'on va tisser. Donc des rubans, vous pouvez en avoir partout. Dans chaque ville, voilà, il suffit qu'il y ait un tisserand qui soit spécialisé dans le ruban ou qui ait le métier pour, et vous pouvez tout à fait en obtenir. Alors, il y a un truc que tout le monde peut essayer, donc ça s'appelle maintenant du tissage au carton. C'est peut-être ça dont tu parles. Et qui est assez marrant parce que voilà, c'est tout simple. Ça replonge très loin, ça fait prendre. Bon, après, c'est pas du ruban de soie, c'est du ruban tissé. Voilà. Le rendu n'est pas le même. Après, puisqu'on parle de ruban, on a aussi ce qu'on appelle le galon,
qui va nous servir à attacher certaines parties de l'habit, notamment pour les hommes par exemple, qui vont nous servir à nouer les chausses sur les braies. Et ça peut tout à fait être fait chez soi. En fait, il suffit de 2 fils et c'est quasiment du tricot, une maille dans une maille, on laisse les mains travailler et on obtient donc, voilà, le galon nécessaire. Et le tricot, il existe donc à cette époque-là ? Pas encore. Non, ouais. Il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter, enfin ça s'apparenterait à mon sens un peu plus à la technique du crochet. En fait, avec une aiguille en os, c'est ce qu'on appelle le nail binding. On va venir repasser en fait dans des boucles un peu à la manière du crochet. Et voilà, avec cette technique, on va pouvoir faire notamment des bonnets en laine, des chaussettes et quelquefois des gants. Des sortes de moufles avec juste le pouce indépendant du reste. On a sur le côté du tissu, c'est vrai qu'on s'est pas mal focalisé vu ta spécialisation. Sur on a un peu dérivé sur le textile. Mais quand il y a des tableaux célèbres avec des castes de drapiers. Donc là, ils sont à quel niveau par rapport à ça ? Enfin, des castes des corporations. Après, les corporations vont être vraiment spécifiées dans un domaine. Par exemple, dans tout ce qui va concerner le textile, en fait, entre le moment où on a la laine du mouton, par exemple, et le moment où on va avoir l'habit, on va passer par peut-être une dizaine de métiers différents. Et chacun va être vraiment spécialisé dans son domaine. Donc, par exemple, vous allez avoir le drapier qui, lui, va vendre le drap qui a été fait par le tisserand. Vous avez ensuite le teinturier qui peut intervenir... Et puis après le tailleur. Il y a vraiment beaucoup d'étapes. Il faut vraiment se dire que quand on a le travail à la fin, c'est vraiment plusieurs personnes. C'est pas vraiment une seule corporation. Voilà, parce qu'en fait, moi, ce qui est assez fascinant, c'est le tissu au quotidien et puis les histoires. Donc, on va voir. Donc, le drap qui vient des motifs. Alors là, je suis dans l'extrême de mes connaissances, mais le motif très floral, millefleur, je ne sais plus, qui lui vient d'un endroit spécifique. Voilà. Il y a aussi du drap qui vient de Gênes aussi. Est-ce que ça existe déjà à ce moment-là, tout ça ? Il y a déjà des spécialités et de mémoire, je crois que c'est nord de la France ou Belgique qui sont assez réputés pour la qualité de leur drap de laine. Je crois que c'est peut-être Douai ou un truc comme ça. Début du Moyen-Âge de mémoire. Ils sont assez doués là-dessus et du coup ils sont réputés pour ça. Et donc après on peut arriver à des grandes tapisseries telles qu'on les connaît comme la Dame à la licorne, qui est super connue par tout le monde. Après c'est différent, la tapisserie. Là pour le coup... On n'est plus dans le même circuit. On n'est plus tout à fait dans le même circuit. Ça va vraiment être un métier à part par rapport au tissage. Parce que là, il va s'agir de réaliser des motifs assez complexes, de jouer avec la couleur et surtout donc, de répondre à une commande assez importante. Après, c'est ce qu'on pourrait un ouvrage d'art, enfin vraiment le luxe de l'époque de s'offrir une tapisserie. Tout le monde ne peut pas se l'offrir. Et quelquefois, eh bien, les tapisseries sont tellement luxueuses, la technique est vraiment très particulière. C'est le cas notamment de la tapisserie de l'Apocalypse à Angers, où par exemple, sur l'envers, aucun nœud n'est visible. C'est-à-dire que tous les fils sont repassés dans la trame et dans le reste, et ce qui fait qu'en fait, d'un côté comme de l'autre, on voit le motif, en inversé bien sûr, mais on voit le motif des deux côtés. Mais ça en broderie, c'est une base, ça doit être envers quand on voit. Oui, mais voilà, là on passe vraiment du côté utilitaire au côté ornemental et qui doit... Ok, donc là, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui d'un seul coup ont une commande particulière, ou est-ce que déjà c'est organisé en l'an 1000, est-ce que c'est déjà organisé avec... parce que, par exemple, cet après-midi, on a quelqu'un qui nous a fait une conférence sur le chauffage, sur l'évolution des moyens de chauffage. Et donc, à cette époque-là, donc vers l'an 1000, on est plus dans des mottes avec des châteaux, entre guillemets, en bois. Et donc, la pièce unique est divisée avec des tentures qui permettent de garder un maximum de chauffage. Donc ce chauffage et ces tentures sont vachement importantes. C'est la base du chauffage. C'est ce qui empêche tout simplement les courants d'air, etc. Voilà. Ça et la paille au sol, mais c'est ce qui fait l'isolation. Donc il y a quand même déjà... Au fur et à mesure, à l'an 1000, ça a vraiment un côté, on va dire, utilitaire. On va passer au côté ornemental, tout en gardant toujours un peu l'utilité quand même, puisqu'on vient les appliquer sur les murs, etc., pour conserver la chaleur à l'intérieur de la pièce. Ces tentures, on va les trouver souvent dans la chambre du seigneur, qui est vraiment la pièce dans laquelle il va vivre. On ne va pas vraiment les retrouver dans les grandes pièces de réception, ou alors juste pour épater les convives, mais
principalement, on va quand même garder l'usage utilitaire. Voilà. Et puis, à ce moment-là, il y a beaucoup de nobles, enfin les nobles gouvernants, on va dire, ils se déplacent de château en château avec voilà. tout leur matos. Mm. C'est denture, coffre, vaisselle, etc. Ils se déplacent avec tout. En fait, le château, il est vide. C'est ça. Voilà. Bon, on n'est plus dans la journée quotidienne. Dans la journée type. Peut-être on va y revenir. Donc ils ont à peu près ils portent toujours les mêmes habits, Oui. sauf À aux peu événements près. exceptionnels quand même déjà. Oui, aux événements exceptionnels déjà, notamment il y a une couleur qui va être réputée pour le mariage, ça va être la couleur rouge, notamment pour ces dames. Voilà, parce qu'en fait tout simplement le rouge à l'époque ça va être la couleur pas forcément la plus difficile à obtenir, mais une couleur qui coûte assez cher on va dire. Parce Et qu'elle du coup- s'obtient à partir de quoi là? Alors, il y a différentes choses pour obtenir le rouge. Il y a une teinture d'origine animale qu'on appelle la cochenille. Donc là, c'est les larves d'un insecte que l'on broie, que l'on dilue dans de l'eau et on obtient donc un rouge. Cochenille qui est toujours utilisée de nos jours d'ailleurs en guise de colorant alimentaire dans les bonbons, les sirops de grenadine, etc. Je vous laisse penser fraise tagada. C'est ça, voilà. C'est tout à fait ça. Ensuite, on va avoir également une plante qui s'appelle la garance, dont on va utiliser les racines. Garance qui a été utilisée très longtemps, puisque les pantalons donc, de l'armée française en 1914 étaient encore teints avec cette plante. Donc ça vous donne une idée de la gamme de couleurs que l'on pouvait obtenir avec. Et le rouge étant une couleur qui coûtait assez cher, eh bien, en fait, les femmes portaient tout simplement leur plus belle robe pour se marier. Il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas de règle comme quoi il fallait se marier en rouge absolument. C'est devenu avec le temps quasiment une règle. Mais au départ, voilà, c'était tout simplement ça, porter sa plus belle robe pour le plus beau jour de sa vie. D'accord. Donc sinon, ils ont les teintures, ça va être à base de terre, à base d'ocre, selon la région où ils sont. Pas vraiment, Non. on va plutôt utiliser des plantes. En fait, les terres et les ocres vont plutôt servir pour tout ce qui va être peinture sur les murs, fresques, enluminure également. Mais sur le tissu, c'est pas vraiment ce qui va être le plus utilisé. On va plutôt utiliser des plantes. Ce qui est intéressant avec les plantes, c'est selon la plante qu'on va prendre, et si on prend la racine, la feuille, la fleur, la tige, on pourra avoir une couleur qui va être différente, plus ou moins nette. Notre amour pour Murphy. Et donc là, il a trouvé un truc, il fait sauter tout le site. C'est pas la première fois, hein. Je sais pas si vous vous rappelez nos antécédents, tout ça. Et c'est pas nous. C'est pas nous du tout, c'est eux tout seuls. Donc on en était à parler des couleurs, et notamment on en était à parler du bleu. J'avais évoqué William Wallace, Oui. et cette couleur bleue, celle-là, elle est particulière, elle a une histoire. Alors la couleur bleue, tout ce qui va être teinture, en fait, on va utiliser plutôt donc une plante qu'on a chez nous, qu'on appelle la guède ou la pastel, qui va nous permettre d'obtenir du bleu. Autrement, on va avoir une autre plante qui elle est un peu plus exotique, l'indigo, dont on va utiliser la racine, même chose pour obtenir du bleu. Suivant la qualité du bleu, plus le bleu va être prononcé, plus il va être réservé notamment à la famille royale, d'où le fameux bleu roi, tout simplement. Et donc grâce à certaines teintures qui permettent d'obtenir cette couleur très prononcée. Voilà. Et le Moyen-Âge, après, je ne sais pas à partir de quelle date, on a quand même une palette de couleurs qui est quand même très importante. Très importante, que ce soit, je sais pas, des couleurs comme l'orange, le violet, etc. Tout ça existe. En fait, on va avoir, chez les teinturiers, vous allez avoir deux grandes corporations en quelque sorte. Ceux qui vont être spécialisés dans le rouge et ses dérivés, donc rouge, orange, jaune, etc. Et ceux qui vont être spécialisés dans le bleu et ses dérivés, bleu, vert, gris, et ainsi de suite. Ok. Donc chacun est vraiment spécialiste de son domaine. C'est ce qui peut expliquer la variété de couleurs. D'accord. Donc en fait, on se marie en rouge. Oui. Est-ce que les autres grands moments, comme le baptême, sont aussi en rouge? Ou est-ce qu'on est sur la pureté du blanc? Généralement, on est plutôt sur la pureté. Du blanc, ouais. Et puis, bien souvent, notamment pour tout ce qui va être baptême des adultes, en fait, on va se retrouver en sous-vêtements. Ah oui, c'est vrai qu'il est noir. C'est les noirs. Les immerge entièrement. On les immerge entièrement. Du moins au début du Moyen-Âge. Après, on va commencer petit à petit à baptiser les enfants quasiment dès la naissance. Mais voilà, lorsqu'on baptisait encore les adultes en grande quantité, eh bien, c'était donc la tenue de rigueur. Ok. Et la mort? La couleur de la mort? Est-ce que c'est le noir déjà? Couleur de la mort, pas encore. Le noir, déjà, c'est un peu compliqué au Moyen-Âge. Par le terme noir, on n'entend pas le noir que l'on connaît aujourd'hui. Le noir, en fait, ça va plutôt être un brun très foncé ou un bleu très foncé. Il n'y a pas de noir, comme on dit, noir optique, c'est ça? Il n'y a pas de noir optique au Moyen-Âge. Ils n'utilisent pas la suie, par exemple?
Non, parce que ça ne se fixerait pas assez dans les fibres. On va l'utiliser par exemple pour tout ce qui va être enluminure. Oui. En luminure, on utilise même des os calcinés pour obtenir le noir. Ah. Et ok, donc en fait, ça va être des couleurs, voilà, ça va tourner autour du blanc, enfin toutes les variations de blanc, avec les extras à base de rouge, orange ou la version bleue. Ouais, ou bleu, vert, etc. Ok, est-ce qu'il y a des catégories de population à qui une couleur est réservée, justement, parce que tu parlais du bleu roi? Le bleu roi notamment. Après, ce qui va être, il n'y a pas vraiment de couleur réservée en soi. Ça va être plutôt en fait de la, comment dire, plus la couleur va être vive, plus la personne va être riche. Donc ça va être forcément réservé pour les gens qui sont plus riches, donc les nobles. Donc c'est pas forcément réservé à eux, mais c'est les seuls qui peuvent justement se l'offrir. Parce qu'en fait, quand on fait une teinture, il faut s'imaginer, c'est vraiment des grands bains dans des grandes cuves, et on va pas teindre qu'un seul drap. On va en teindre plusieurs, on va faire un premier bain. Ces premiers bains, lorsqu'on va les sortir, on va les rincer et ils auront pris beaucoup de couleurs, vu que c'était le premier bain. Donc ils vont avoir une couleur vive ou une couleur très foncée, et du coup coûteront plus cher et seront de ce fait donc réservés aux classes aisées. On va faire un second bain, la couleur sera un petit peu plus pâle. Un autre bain et ainsi de suite. Et plus on va faire de bains, plus le tissu au final coûtera moins cher du fait de la qualité de sa teinture. D'accord. Et est-ce que là aussi, est-ce que le tissu il est chauffé, il est bouilli ou je sais pas pour obtenir. On le fait chauffer. Après, suivant les tissus, on fait attention. Hein. La laine, on évite de trop la faire bouillir pour éviter qu'elle feutre. Enfin voilà, différentes choses. Après, au niveau de la teinture, il y a des plantes dont on va pouvoir diluer la couleur dans de l'eau. D'autres où ça marchera pas, il faudra utiliser de l'huile par exemple. Enfin, il y a d'une plante à l'autre, on ne peut pas utiliser la même recette. Il n'y a pas de recette miracle pour tout. Et comment il fixe la couleur? On va utiliser de différents fixateurs qu'on appelle les mordants. On peut utiliser par exemple la crème de tartre. C'est en fait le dépôt qu'on va trouver dans le fond des tonneaux de vin quand on les vide. On va nettoyer un peu ce dépôt-là et on va l'utiliser. On peut utiliser également le sel d'Alain. Et autrement, un fixateur qu'on va trouver en grande quantité au Moyen-Âge, ça va être l'urine. C'est-à-dire qu'en fait, dans les quartiers, vous avez les tanneurs pour le cuir et pour les teinturiers, puisqu'on va utiliser, ces deux corporations-là vont utiliser l'urine. Vous allez avoir des pots à chaque coin de rue, dans lesquels les gens vont se soulager et on envoiera les apprentis chercher ça pour l'utiliser ensuite. D'accord, donc c'est pas du cheval comme ce qui est encore utilisé, de l'urine de cheval, qui est encore utilisé dans l'industrie maintenant? Non. Ok. Ce sera, voilà. Mais oui, c'est une économie logique. Et donc le tout autour de la rivière. Voilà. D'où les problèmes de pollution qui peuvent en découler. Voilà. Et il faisait quoi de la pollution? Ils en avaient conscience ou ils s'installaient à la sortie de la ville plus, ou il n'y avait aucune conscience de ça? Alors il y avait une certaine conscience quand même parce qu'on était plutôt bio à cette époque. On recyclait, on commençait déjà à replanter tout ce qui était arbre, mais c'était quand même pas la même conscience qu'on a aujourd'hui avec tout ce qui va être ville, pollution. Non, ça va vraiment pas être ce côté-là. C'est plutôt le côté bio, écolo, mais pas vraiment installation dans une ville ou à l'entrée. C'est vraiment le côté arbre, je replante quand j'en coupe un. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très commun pour cette époque. D'accord. Donc au niveau du temps, là, en fait, ils sont en train il faut qu'on arrête doucement parce qu'ils sont en train de retomber sur leurs pattes. D'accord. Et quand ils ont retombé sur leurs pattes, ils ont besoin de vous. En fait. Voilà. Donc on coupe maintenant ou Ok. Voilà. Et bien donc on va arrêter là pour la partie historique. On pourrait peut-être continuer ça un autre jour. Bien sûr, avec plaisir. Pour terminer enfin cette journée, puisqu'on est arrêté encore en plein milieu. Parce qu'on est arrêté en plein milieu. Moi, c'est le moment de dire des trucs que vous avez envie de dire en fait pour clore je sais pas, quelque chose d'important par rapport à cette époque-là. Quelque chose d'important à partir de cette époque, c'est il faut vraiment pas croire ce qu'on pense. On a tous une idée commune de cette époque, froide, triste, où les gens sont quasi abrutis. C'est vraiment pas ça du tout. C'est des gens qui sont très cultivés, qui savent faire énormément de choses. Et il faut pas croire qu'on a fait mieux qu'eux. On fait différemment, mais peut-être pas mieux. En fait, la vision actuelle qu'on a du Moyen-Âge, à mon sens, c'est celle qu'on a pu en avoir un petit peu déformée depuis le 19e siècle, en fait, puisque l'époque romantique a repris pas mal d'images médiévales en amplifiant certaines choses, en déformant d'autres, et voilà, au final,
on a cette image-là. L'école continue toujours à nous apprendre certaines âneries, comme quoi on lancerait de l'huile par les fenêtres. Qu'on a des catapultes au on a des Moyen-Âge. catapultes au Moyen-Âge, etc. Voilà. L'huile, ça coûtait rien fabriquer, tout le monde le Voilà, sait, et hein. les catapultes, c'était chouette parce qu'on les a utilisées pendant 4000 ans, bien sûr. Ok, bon voilà, donc les idées reçues sur le Moyen-Âge, il faut y faire attention, que ce soit du côté romantique ou du côté brut épaisse. La vérité, comme d'habitude, elle est au milieu et les gens faisaient avec ce qu'ils avaient. Mais par contre, le même cerveau que le nôtre. Voilà. Tout à fait. Bon, on va s'arrêter là, du coup. On va s'arrêter là. Voilà. Sur ces entrechats, on va passer à une toute autre histoire, mais on a décidé aujourd'hui de rester dans le thème de l'histoire. En fait, d'habitude, on a un débat autour de l'actualité informatique et Internet. Et bien là, ils vont vous parler d'histoire. Je crois qu'ils sont bien partis pour vous parler de sujets différents. Ça va être un petit peu tranquillou, à la YOLO. Ils vont parler notamment de conquête spatiale. Mais aussi de support de stockage, etc. Bref, ça va voler assez haut et ça va être plutôt sympa. Ils remettent aussi quelques idées reçues en place, parce que même si c'était il n'y a pas longtemps, il y a quand même déjà un recul qu'il faut prendre et remettre les choses dans leur contexte. Voilà, je pense est-ce qu'on passe direct ou est-ce qu'on fait une rupture à un moment pour reprendre dans 5 minutes? Génial. Ok. Mathieu est parti prêter son PC pour aider à relancer un peu la machine. Donc là-bas, ça a un peu craché. Donc il y a un de nos ordi qui est parti aider donc l'infrastructure informatique de la forteresse. Parce que, paf, je crois qu'il y a un ordi qui n'a pas aimé a priori la coupure de courant. Voire éventuellement, il aurait fait sauter le bousin, c'est possible. Hein. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, mais par contre, on va pas faire une longue coupure de faisceau, donc peut-être je vais vous tenir la grappe pour vous raconter des trucs éventuellement, et puis on coupera en montage au replay. Voilà, donc j'ai aucune idée, on n'a encore aucune idée de où sera le prochain NetBank. Parce que en fait on se pose des questions sur le fait que NetBank c'est une grosse expédition. Enfin pour nous c'est ce qui fait qu'en fait on se retrouve être obligé de prendre des jours de vacances et comme vous le savez c'est pas inépuisable. Donc en fait on essaye de voir comment on pourrait structurer tout ça au plus facile pour vous et pour nous. De manière aussi à rester tout le temps en live, mais voir si on va pas se faire des grandes expéditions, partir à l'autre bout de la Terre une fois par an ou 2 fois par an, et puis avoir un lieu de streaming permanent avec des reportages qu'on aura fait à droite à gauche. Voilà, ça c'est la question. Si vous pouviez nous donner des retours par rapport à ce qui vous semblerait cool qu'on fasse, ça peut être sympa qu'on réfléchisse à tout ça ensemble. Voilà, parce que voilà, notre format c'est toujours du exceptionnel avec des gens qui ont des choses à raconter, aussi complexe que ça puisse être. Mais d'ailleurs, tu pourrais aussi échanger avec un mec qui fait qui travaille sur la théorie des cordes. Hein, il y a peut-être quelque chose à dire sur les cordes cosmiques, savoir si on les filait ou à partir de quelle date. Ça, c'est malheureusement pas un domaine dans lequel je suis très, très calé, donc, mais il pourrait y avoir des liens peut-être. Oui. Voilà. Et bon, voilà, sinon, soit vous filez, soit je continue à vous poser des questions, parce que c'est vachement intéressant. A priori, on peut continuer. Ouais. Attends, on a un brief. Oui. Oui. Ok, bon. Très bien. Ok, donc comme ça sert dans rien, au lieu de reprendre la discussion, on va parler avec vous et puis peut-être on coupera montage. Alors en fait, donc passion ou profession ou études, tous les deux? Un peu de tout en fait. Ouais, c'est ça. En fait, au départ, on est tous passionnés, je pense, sinon on ne serait pas là. Mais après, effectivement, ça va être complémentaire. Je te laisse peut-être dire tout ça, ce que tu fais toi. Moi, au niveau de la forteresse, déjà, j'y suis venu grâce à mes études. Je fais des études dans le patrimoine et le tourisme, dans tout ce qui est animation, conception d'animation, etc. Et du coup, dans cette formation, j'avais une période de stage obligatoire.
et c'est par le biais de ce stage que j'ai découvert la forteresse pour la première fois. Le médiéval n'était pas trop ma tasse de thé, moi je suis plutôt 19e siècle, début 20e. Ah bah au niveau du costume, c'est clair, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. J'ai appris sur le tas, ça fait 4 ans maintenant, que je reviens là tous les étés, mine de rien, et donc j'ai découvert pas mal de choses là-dessus. Et c'est devenu une passion. J'avais déjà la passion du costume avant de venir ici, mais ça m'a permis de le développer vraiment et de découvrir d'autres périodes. Oui, comprendre l'histoire des costumes ou plus travailler les matières. Un peu des deux, parce que je cousais très peu avant de venir ici. Et dès la 2e année, en fait, comme j'avais réussi à me faire un semblant de costume pour la première année, eh bien, on m'a demandé d'en refaire d'autres. Je vois. Ah, tu te débrouilles. Vas-y. C'est un peu ça. C'est un peu ça le concept. Tu sais faire, on va te mettre là-bas et tu vas en faire plein. Ok, et toi? Alors moi je suis arrivé ici en 2011, donc ça fait 5 ans en stage comme toi. Ouais. Au début en fait. Tout au départ, et donc ça m'a plu, donc j'ai continué dans cette voie-là et j'ai fini ici en tant que guide conférencier quand j'ai passé mon diplôme. Voilà, donc c'était pas forcément une passion au départ, mais ça l'est aujourd'hui. Oui, en fait tu travaillez tous les deux dans un contexte... Un contexte exceptionnel. Ouais, quand même. Mais c'est vrai que c'est super dynamique. Enfin, nous, ça nous a vraiment étonnés. Et quand Jean-Yves, donc le propriétaire, qui est tellement timide qu'il a tout fait pour pas venir, il nous avait prévenu, il n'est pas venu. En fait, il nous a dit qu'il avait fait tout ça en 5 ans. C'était... C'est une expérience humaine géniale. Ouais, on est là vraiment, on vient tous les ans, on a les copains qui sont là. Bon, c'est pas non plus une grande aire de jeu. D'une année sur l'autre, on se retrouve. C'est quasiment la même équipe. Il y a, on va dire, un certain nombre de piliers. Et puis après, on a des bénévoles qu'on retrouve plus ou moins régulièrement. Une nouvelle équipe de stagiaires tous les ans, dont certains deviennent des habitués. On a commencé comme ça. Nous, ça fait quelques années qu'on est là. Quelques années maintenant, oui. Oui, on voit bien que pendant vos journées, elles sont bien remplies. Ouais, elles sont bien remplies, mais on s'amuse quand même. Faut pas croire que les journées peuvent être longues, mais il y a une certaine osmose entre tous. Et on s'entend très bien, et puis le fait qu'on vive en communauté, pour beaucoup, on vit soit à Montbazon même, soit il y a un campement, etc. Puis on vit généralement ensemble le jour et le soir, parce qu'on dort généralement ensemble aussi, donc ça crée des liens quand même. C'est sûr que où ça passe, où ça casse. C'est ça. Des fois, il peut y avoir des clashs, mais on s'aime bien quand même. En général, ça dure jamais très longtemps. Chez nous, c'est pareil. Vu qu'on prend des emmerdements, quand tu as les pluies de sauterelles ou le cher en crue, ça crée des liens. Oui, c'est ça crée des liens, on est d'accord. Il y en a qui disent je me casse, l'autre qui dit ouais, on y va. C'est à peu près comme ça aussi que ça se me passe rappelle chez nous. quelque chose. Oui, on a eu quelques problèmes avec l'Indre ici. Oui. Avec l'Indre, et voilà, c'était un peu le même côté. On voit que les gens sont vraiment impliqués, motivés, et qu'on ira jusqu'au bout dans tous les cas. Voilà. Et tu sens en fait quand ça va pas avec quelqu'un, il n'y a même pas d'animosité, tu sens que ça peut pas coller et que c'est pas le même truc. On ne cherche pas à forcer la chose. On essaye de vivre tous ensemble en bonne intelligence, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on est tous dans le même bateau, donc le but du jeu, c'est qu'il arrive quand même à bon port. Et c'est qui a conçu le plan d'aménagement ici? Alors, le plan d'aménagement s'est fait avec les années, en fait. Au départ, c'était pas du tout comme ça. Et ça s'est construit petit à petit. On a commencé à mettre un métier, deux métiers, et puis on a fait vraiment tout un tas de choses. Et ça s'est plutôt bien imbriqué, on peut dire, avec le temps, parce qu'au départ, on s'est dit, mais où on va? Et finalement, ça va. Au départ, il y avait un grand espace vide. Ça commençait avec des visites guidées et puis des spectacles. Mais il n'y avait pas tous les métiers comme on peut les voir aujourd'hui. Et puis, effectivement, petit à petit... Même là, cette année, on a encore des nouveaux métiers qui sont apparus, d'autres qui ont disparu. Ouais, parce que c'est génial cet aménagement en bois. On voit bien sur les vieilles photos, c'est rien. Enfin, pour les gens, c'est un tas de cailloux et puis il n'y a rien à faire de ce tas de cailloux. Quoi. Les gens, ils pensent qu'il n'y a qu'une tour, un donjon et c'est fini. Ils ont appelé ça le donjon. Pour certains, c'est encore ça. Ça arrive régulièrement qu'on ait des voisins qui habitent juste en bas des remparts et qui, lorsqu'ils viennent ici, on imaginait que c'était vide. On pensait y passer 1 heure à tout casser et au final, reste la demi-journée, voire quelquefois la journée complète. Ah oui, parce que ça rend vraiment ce que vous avez fait autour. Mais en même temps, ce dénuement, je dirais, du coup, ça vous a permis d'avoir beaucoup de liberté. C'est ça, voilà. Sinon, on l'aurait pas forcément fait, je pense. Liberté, oui ou non, parce que
on est quand même sur un site classé historique, Oui. et donc il y a pas mal de contraintes, etc. On peut pas creuser à plus de tant de centimètres dans le sol, sinon il faut faire des fouilles. Mais C'est assez liberté, contraignant. vous avez Mais pas, liberté par dans exemple, le fait où on avait une sorte de page blanche et il a fallu Voilà, Tout c'est écrire. ça. C'est vraiment ce qu'on appelle ici la coquille vide qu'on a remplie petit à petit en fait. C'est ce qu'on voit. Moi, ce que je vois sur des autres propriétaires de châteaux qui se battent aussi pour faire revivre ce qu'ils ont acheté. En général, ayant un château, ça s'achète à peu près pas cher. Ouais. Donc, ça vaut une maison de région parisienne facilement. Et après, c'est là que les emmerdements viennent. Hein, Voilà, c'est les impôts. c'est ça. Tu peux pas avoir un caillou sans qu'il soit d'époque, sans qu'il soit taillé par un tailleur de pierre habilité, contrôlé, et le tout en demandant 4 ans à l'avance. C'est à peu près ça ce qui nous dégage. C'est ça. Mais c'est vrai que l'aménagement autour en bois est vachement bien. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous n'êtes pas contraint par une tour avec des vieux meubles, un vieux tapis, C'est machin. On est dans un truc voilà. évolutif en fait. Voilà. Hein. Mais du coup, ça bouge. Bah, c'est ça. Et c'est vrai que l'utilisation du bois en provisoire est carrément géniale. Ouais. Et le couillard aussi, c'est une super idée. Parce qu'en même temps, enfin moi ce que j'ai ressenti, c'est qu'en même temps, c'est une vraie vulgarisation. Ouais. C'est-à-dire que en même temps, ce sont des choses que les gens peuvent entendre, ou les enfants, les enfants peuvent commencer à choper une curiosité à versant historique et pas à versant ludique. C'est ça. Ils sont pas là pour jouer au chevalier. Par contre, ils peuvent apprendre et après se dire je suis dans l'impôt d'un C'est chevalier. exactement ça. Ouais. Ce qui, moi, à mon sens, le meilleur moyen de transmettre, surtout tout ce qui concerne l'histoire, les monuments, l'art, etc., enfin l'histoire de l'art, c'est vraiment l'immersion, et c'est ce qu'on peut retrouver ici. En fait, on se retrouve vraiment dans le village médiéval, en compagnie donc vraiment de ses habitants, les différents artisans qui sont là, qui expliquent leur métier. On est vraiment immergé dedans, quoi. Et quand dans la tête d'un enfant, tu peux l'immerger et que ça lui fait je bam dans sa tête. On a tout gagné. Voilà. C'est ça. Et du coup, tu peux dire Quand on sait qu'une image vaut 1000 mots, là, on a la vie en direct, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment super important. Il y a des choses comme ça que j'ai vues dans l'aménagement qui sont super intelligentes, notamment les bancs et les sièges, qui donnent une unité et un retour justement sur l'utilisation du métal, qui fixe